désolé pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier. Salut déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolé pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier. Je me suis rendu compte après, quelqu'un m'a signalé, un des abonnés m'a signalé en fait que la vidéo ne marchait pas. En fait, la vidéo, je ne sais pas comment c'est passé en fait. Juste que voilà, j'ai parlé. On me voyait parler, mais le son ne sortait pas. On ne m'entendait pas. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Bon, c'est arrivé comme ça. J'ai dû supprimer. Donc, je reprends la vidéo d'hier aujourd'hui. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner en matière d'investissement boursier, c'est que vous devez être votre propre conseiller financier. Ne laissez jamais personne vous dire achète ou vend. Non, le marché répond à des règles et des principes. Et l'une des manières de pouvoir gagner sereinement en bourse, c'est d'apprendre la psychologie du marché. Comment est-ce que les prix montent et descendent? Qu'est-ce qui régit le marché? Et donc, c'est de ça que nous allons parler durant toute cette thématique sur la bourse. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de comment trouver des actions à forte dividende. Des actions où on va vous payer d'énormes dividendes dans les années à venir, chaque année. En fait, il y a deux stratégies en bourse. Il y a la stratégie de ceux-là qui font de la spéculation. Il y a la stratégie de la spéculation. Donc, il y a ceux-là qui font de la spéculation. Et deuxièmement, il y a ceux-là qui font de l'investissement sur le long terme. Alors, ceux qui font de la spéculation, qu'est-ce qu'ils font? Ils misent sur les plus ou les moins-values. C'est-à-dire, ils achètent des titres quand les titres sont bas, d'accord? Et ils les revendent quand les titres montent. Donc, ils n'ont pas de délai fixe pour acheter ou vendre. Dès qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait, par exemple, 50% de plus-value, ou voilà, ou ils ont fait 100% de plus-value. En tout cas, quand ils ont atteint leur objectif, ils vendent. Et comme les plus-values fluctuent chaque jour, ils n'ont pas de jour au fait pour pouvoir acheter ou vendre. D'accord? Et généralement, le marché en fait joue avec leurs émotions. Ils sont toujours dans les émotions, ils sont toujours dans le fait de suivre, d'acheter ou de vendre. Et la deuxième stratégie, c'est investir sur le long terme. Et moi, c'est ça ma stratégie à moi. Et c'est d'ailleurs la stratégie que je vous conseille dans tous vos investissements. En tout cas, investir en bourse. Si vous voulez investir en bourse, adoptez une stratégie de long terme. Investissez sur du long terme pour pouvoir gagner. C'est là le principal allié de l'investisseur boursier, c'est le temps. D'accord? Et donc, nous allons voir dans cette vidéo comment trouver des actions à fort dividende, c'est-à-dire des actions qui ont un fort potentiel, des entreprises capables de vous payer des dividendes croissantes. D'accord? C'est quoi une dividende? Je l'ai déjà dit dans ma vidéo passée. C'est le fait, une dividende, c'est la rémunération que vous recevez chaque année de votre entreprise dans laquelle vous avez acheté des actions en bourse. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on trouve des entreprises qui vont vous payer de forts dividendes? Il y a trois critères principaux. Alors, premier critère, c'est que vous devez vérifier si l'entreprise dans laquelle vous voulez investir est dans l'indice BRVM10. Sur la BRVM, il y a deux types d'indices. Il y a l'indice BRVM10 et l'indice BRVM Composite. L'indice BRVM10 est composé des 10 entreprises les plus lucratives en bourse. Donc l'indice BRVM10 est composé des 10 entreprises les plus lucratives en bourse. Et l'indice BRVM Composite est composé de toutes les entreprises cotées en bourse. Donc, les plus lucratives en bourse, ça veut dire que c'est les entreprises qui se portent financièrement bien, qui ont une santé dont la comptabilité ou la trésorerie se porte bien. D'accord? Donc, vous devez miser premièrement, vous devez voir est-ce que votre entreprise est parmi la BRVM10. C'est un indice qui se met à jour chaque 3 mois en fait. Donc, cet indice, vous devez vous demander est-ce que l'entreprise est dans l'indice BRVM10. Est-ce que c'est parmi les 10 entreprises les plus rentables, lucratives en bourse? D'accord? Premier critère. Deuxième critère maintenant, vous devez chercher à savoir est-ce que l'entreprise dans laquelle vous voulez investir a une bonne cote sur son marché? Quelle est
le succès que les entreprises, que les produits de l'entreprise rencontrent auprès de la clientèle. Quel est le niveau auquel l'entreprise est dans son secteur? Est-ce qu'il est premier, deuxième, troisième? Est-ce qu'il est dans le top 5? Quelle est sa part de marché? Vous devez voir tout ça, c'est-à-dire vous devez voir est-ce qu'elle a une bonne cote, est-ce qu'elle a une bonne cote sur le marché, l'entreprise, est-ce qu'elle a une bonne cote sur le marché? Donc, quel succès ces produits rencontrent auprès des entreprises? Et pour ça, vous pouvez aller fouiller la presse spécialisée, vous pouvez aller faire un peu d'enquête, regardez simplement autour de vous et vous verrez. Troisième critère, troisième critère pour choisir une entreprise, c'est que vous devez étudier ses états financiers. Vous irez télécharger ces états financiers sur les 3 ou 5 dernières années. C'est-à-dire, là, on est en 2018. Les états financiers sur les 3 dernières années, c'est que vous avez monté jusqu'à 2015, je pense. Et sur les 5 dernières années, vous montez jusqu'à 2013. Donc, vous devez prendre les états financiers de l'entreprise sur les 3 ou 5 années précédentes, l'année dans laquelle vous êtes. Où est-ce qu'il faut trouver les états financiers? Vous pouvez les trouver au niveau de votre SGI. Vous pouvez les trouver au niveau du site, sur le site de la BRVM. Vous pouvez trouver ça sur l'application BRVM. Vous pouvez aussi trouver ça sur le site de l'entreprise. Mais parce que vous savez, l'un des principes de toutes les entreprises qui viennent en bourse, c'est la transparence. C'est qu'on les oblige à être transparents, à ouvrir leur compte à tout le monde entier. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Prenez les états financiers de l'entreprise. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les états financiers de l'entreprise? Vous allez calculer des ratios. Nous allons faire un peu de calcul. Vous allez calculer des ratios qui vont vous permettre de prendre des décisions. Donc, les 2 premières étapes étant validées, la 3e étape maintenant constitue à calculer des ratios. Il y a une multitude de ratios à calculer, mais je vais vous parler des 4 ratios les plus importants à mon avis pour pouvoir étudier une entreprise. J'ai bien dit à mon avis et selon mes expériences, ce que je fais chaque jour, ce que je fais faire à mes entreprises, enfin à mes investisseurs. D'accord? Donc, premier critère, premier ratio à calculer. Vous allez calculer le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement mesure le niveau d'endettement de l'entreprise. Pour calculer le ratio d'endettement, vous faites le total des dettes divisé par l'actif total. Vous faites le total des dettes divisé par l'actif total. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand vous faites la division, le ratio d'endettement doit être inférieur à 1 et mieux inférieur à 0,8. C'est-à-dire, si votre ratio d'endettement est supérieur à 1, il faut considérer que l'entreprise est surendettée. Une entreprise sous-endettée, c'est une entreprise dont le ratio d'endettement est inférieur à 1 et mieux inférieur à 0,8. Donc, quand vous constatez que votre entreprise est surendettée, n'y investissez pas. Deuxième critère à calculer, le résultat net. Le résultat net, c'est la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. On fait la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. Maintenant, lorsque vous calculez le résultat net, si ça donne un nombre, un chiffre négatif, ça veut dire que l'entreprise est déficitaire, n'y investissez pas. Si ça donne un chiffre positif, ça veut dire que l'entreprise est excédentaire, donc c'est bon, vous pouvez investir. Mais attention, avant d'investir, vous devez aller vérifier le résultat d'exploitation, le résultat HAO. Dans le résultat net, il y a 2 types de résultats. Il y a le résultat d'exploitation et le résultat HAO. Le résultat d'exploitation est constitué de toute la rentabilité, tous les rentrées de fonds, tous les fonds qui proviennent de l'activité principale de l'entreprise. Et les résultats HAO sont constitués de tous les fonds qui proviennent des autres secteurs autres que le secteur principal de l'entreprise. Je donne un exemple. Je prends Move ou MTN, d'un réseau GSM. MTN, par exemple, fait du GSM, d'accord, de la téléphonie mobile. Et si on constate, par exemple, à la fin d'une année, que MTN a fait un chiffre d'affaires et que la plupart de son chiffre d'affaires vient de la vente de véhicules d'occasion, il y a un problème. Ça veut dire que son résultat HAO, donc ça veut dire que son résultat HAO est supérieur à son résultat d'exploitation
parce que son résultat d'exploitation, c'est téléphonie mobile. Son résultat HAO, c'est vente de véhicules d'occasion. D'accord? Et donc, lorsque le résultat HAO est supérieur au résultat d'exploitation, il faut s'abstenir d'investir dans cette entreprise. Lorsque le résultat d'exploitation est supérieur au résultat HAO, c'est bon signe, il faut y investir parce que on considère, parce que cela veut dire que la plupart des rentrées de fonds au sein de l'entreprise proviennent de son secteur principal. D'accord? Alors, dans quelles conditions le résultat HAO devient supérieur au résultat d'exploitation? Il y a plusieurs, mais je vais vous donner un cas spécifique qui se voit souvent. C'est quand l'entreprise en question a été rachetée au cours de l'année par une entreprise n'étant pas dans le même secteur qu'elle. Je donne un exemple. On a constaté en 2008 sur le marché de la BRVM qu'il y a une entreprise qui s'appelle Unilever en Côte d'Ivoire qui est dans le domaine du corps, de tout ce qui est cosmétique. Unilever en 2008 a fait un chiffre d'affaires de 61 milliards. Et dans les 61 milliards, le résultat d'exploitation valait 12 milliards. Le reste était dans le résultat HAO. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, c'est qu'il y a une entreprise qu'on appelle Shell Côte d'Ivoire qui est dans les hydrocarbures, qui est venue racheter une grosse partie de la société Unilever. Et donc, quand ils ont racheté, on a constaté que le résultat HAO est supérieur au résultat d'exploitation parce que la plupart des fonds provenaient de Shell Côte d'Ivoire. Et je ne vous dirai pas ce qui s'est passé parce que on espérait des dividendes élevés, mais les dividendes ont considérablement baissé. Je pense qu'on a les actionnaires ont été payés autour de 900 francs, hein, alors que les prévisions donnaient un truc d'une trentaine de mille de dividendes. Donc bref, voilà pourquoi, parce que voilà, Shell avait des soucis financiers, Shell a dû payer ses dettes et tout. Donc, c'est l'actionnaire majoritaire qui fixe ses règles et lois. Donc, n'investissez jamais dans une entreprise dont le HAO est supérieur au résultat d'exploitation. Troisième ratio à calculer, on appelle ça le bénéfice net par action. Le bénéfice net par action, c'est le rendement que va vous apporter une action. C'est en d'autres termes une espérance de dividende. D'accord? Vous faites, pour calculer le bénéfice net par action, le BNPA, vous faites le résultat net divisé par le nombre d'actions. Le résultat net de l'entreprise que vous venez de calculer divisé par le nombre d'actions totales au sein de l'entreprise, ça vous donne une idée du bénéfice que vous allez gagner. Quatrième ratio à calculer, c'est le PER, le Price Earning Ratio. Le PER se calcule en divisant le coût de l'action par le BNPA, le bénéfice net par action. Donc, vous divisez le coût de l'action par le bénéfice net par action. Donc, ça vous donne une idée. En fait, le PER mesure combien de fois le bénéfice est contenu dans le coût de l'action. Combien de fois le bénéfice est contenu dans le coût de l'action. Donc, pour considérer que votre PER est assez intéressant pour pouvoir investir, il faut que le PER soit proche de 1. Plus le PER est proche de 1, même proche de 0, ça veut dire que votre titre, votre action est rentable. Plus le PER est supérieur à 1, moins votre action est rentable. Donc, vous devez choisir les entreprises dont le PER est inférieur à 1. Donc, voilà les 4 ratios à savoir calculer. Maintenant, je vais vous parler des facteurs qui font grimper les prix en bourse. Des facteurs qui font grimper les coûts des entreprises en bourse. Là, c'est au niveau, même au niveau des dividendes, que ce soit au niveau des dividendes, au niveau des plus-values. Petite parenthèse, ce n'est pas parce que le coût d'une action évolue, monte en termes de plus-value, que l'entreprise a une bonne trésorerie et qu'elle se porte forcément bien. Ce n'est pas ça. Non, non, c'est deux choses différentes. Les coûts montent quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et il y a mille et une raisons que les gens avancent pour pouvoir acheter. D'accord? Il y a mille et une raisons que les gens avancent pour pouvoir vendre. Les coûts baissent quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Ok?
Donc, il peut y arriver où une entreprise a une trésorerie chiante, a une trésorerie la plus moche, la plus nulle, mais ses coûts, il y aura une plus-value, ses coûts vont monter simplement parce que beaucoup de personnes veulent céder parce qu'on est peut-être en fin d'année et très peu de gens sont prêts à, beaucoup de personnes veulent acheter, d'accord, et très peu de personnes sont prêts à vendre parce qu'ils espèrent toujours que ça va monter. OK? C'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce qui fait grimper les coûts des entreprises en bourse? Premièrement, vous avez la situation socio-politique. Lorsqu'une entreprise est dans un pays et il y a une situation socio-politique instable, lorsque la situation socio-politique d'un pays est instable, les gens ne pensent pas à consommer, les gens pensent à aller prendre leur argent en banque et foutre le camp, devenir des réfugiés. Donc, c'est pour ça qu'il y a un président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui dit souvent que l'argent n'aime pas le bruit. Et c'est vrai. Lorsque vous investissez dans une entreprise dont le pays est en conflit socio-politique, ce n'est pas bien. Deuxièmement, lorsque vous investissez dans une entreprise, il faut suivre les matières premières de l'entreprise. Parce que les matières premières de l'entreprise déterminent la rentabilité de l'entreprise. Ça détermine aussi l'évolution des coûts au sein de l'entreprise. Vous prenez par exemple une entreprise comme Total ou Shell. Total vend des hydrocarbures. Pour faire de l'essence, il faut le pétrole brut. Et donc, si le pétrole brut flambe à la hausse comme à la baisse, ça aura un impact forcément sur Total. Donc, suivez, comme je l'ai sur le fait, les matières premières. Troisième critère, l'actualité des concurrents. Voyez comment est-ce que l'entreprise est en train de résister à la concurrence ou de gérer la concurrence. C'est un indicateur pour vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes dans une bonne entreprise. J'aurais pu vous donner beaucoup d'exemples, mais bon, je vous donne les principes simplement. Peut-être dans une autre vidéo, on va en arriver là. Donc, les matières premières, la concurrence. Voyez aussi s'il y a des législations qui favorisent ou défavorisent l'entreprise. Par exemple, des fois, il y a des États assez protectionnistes qui mettent qui font des lois pour favoriser les entreprises nationales. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une entreprise qui est étrangère au pays, elle sera forcément défavorisée. Donc, vous devez suivre les législations qui régissent cette entreprise au sein du pays dans lequel elle évolue. Troisièmement, il faut suivre la spéculation. Des fois, il y a des investisseurs vraiment fous qui viennent, qui fixent des prix. Par exemple, un titre qui est comme EcoBank qui est à moins de 20 francs. Le gars, il se lève, il dit, bon, moi, je vais acheter à 25 francs. Le problème, c'est que dès qu'il dit ça, tous les vendeurs s'alignent sur ça et vous n'aurez pas plus de titres EcoBank moins de 25 francs. Donc, il faut suivre tout ça. D'accord? Quelques conseils quand vous investissez, suivez votre portefeuille. Suivez votre portefeuille, c'est très important. Ne laissez pas votre portefeuille à une SGI pour vous suivre ça. Non, non, non. Suivez vous-même votre portefeuille. Gérez vous-même vos propres opérations. C'est très important. Diversifiez vos portefeuilles. N'investissez pas dans un seul secteur. Investissez dans un peu de tout, des secteurs sur la bourse. Un peu de tout, pas un peu de tout. Investissez dans 2, 3, 4, 5 secteurs en bourse. Très important. Faites attention aux pseudo-experts qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas expert. Il y a des gens qui copient les publications d'autres personnes. Il y a des gens qui sont là juste pour jouer à l'expert. Donc faites attention à tous ceux-là. Achetez moins cher et revendez plus cher. Acheter, ça veut dire quoi? Acheter quand les prix baissent en plus-value et vendez quand ça monte si vous voulez faire de la spéculation. D'accord? Le meilleur moment pour acheter en bourse, c'est le début du second semestre. Pourquoi? Parce qu'au début du second semestre, les entreprises, enfin dans le second semestre, les entreprises font beaucoup d'activités, il y a des promotions, c'est les vacances, ils recrutent plus de ressources humaines, ils montent, ils font des services, bref. Généralement, les entreprises font beaucoup plus d'entrées de fonds au second semestre qu'au premier semestre. D'accord? Donc, vous devez vous mettre ça en tête. Acheter en début de second semestre, c'est beaucoup mieux pour vous. Et ce que je dis, ça concerne toutes les bourses en fait. D'accord?
Troisième, enfin, autre conseil, fixez-vous des objectifs avant d'investir. Fixez ça, sachez pourquoi vous investissez. Quand vous commettez des erreurs, reconnaissez vos erreurs et choisissez des entreprises rentables. Comment connaître une entreprise rentable? Je vais vous expliquer ça avant d'aborder ce point. D'accord? Et dernier conseil, méfiez-vous des voleurs de la liberté financière. Des gens qui sont là pour vous faire croire que la liberté financière c'est une utopie, ça n'existe pas. Des gens qui sont là pour vous casser, pour vous décourager, vous démoraliser, non. Soyez toujours au top de votre forme. Alors, je vais répondre à la question d'Abdoul, d'un des abonnés burkinabés qui demandait, bon, je lui ai répondu, mais je voulais vous donner quand même la réponse ici. Pour un jeune qui veut commencer par investir, est-ce qu'il faut commencer par la bourse ou par le trading? Il y a deux paramètres. Est-ce que ce jeune-là, d'abord, il a combien? Et deuxièmement, est-ce qu'il veut gagner tôt ou bien il veut gagner sur le long terme? S'il veut gagner tôt et qu'il a environ, allez, 500 000, d'accord, moi je lui conseillerais le trading, ok? Je ne lui conseillerais pas que le trading, je lui conseillerais de mettre 500 euros, 350 000 dans le trading, d'accord? De mettre le reste dans l'agro-business, de faire de l'agro-business, de faire de la culture sol, de champignons, de manioc, voilà, piment, sésame, tout ce qu'il veut. J'ai fait toute une vidéo sur l'agro-business, où investir en 2018. Allez voir ça. Et donc, s'il a 500 000, veut gagner tout, je lui donnerai trading et agro-business. S'il veut gagner sur du long terme, évidemment, il fait bourse. Il fait bourse. Donc, chaque année, il bénéficie de dividendes. Il fait bourse une partie et le reste, il fait agro-business toujours. Donc, voilà la réponse que j'ai à donner à mon cher Abdou. Je lui ai donné. Et voilà la réponse que j'ai à vous donner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, partagez mes vidéos maximum. Si vous ne le faites pas encore, le bonheur s'apprécie quand on le vit à plusieurs. Ne soyez pas avare en information. N'ayez pas une mentalité de médiocrité. Partagez, ne soyez pas pauvre d'esprit. Partagez l'information. Abonnez-vous à la chaîne. On se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Demain, j'ai une surprise pour vous. Demain, j'ai même 3 surprises pour vous. Pour les 500 abonnés, 100 nouvelles abonnés qui nous ont rejoints. Pour les 500 abonnés actuellement, c'est allé très vite en l'espace de 6-7 mois. 500 abonnés, c'est assez intéressant pour moi. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Merci à tout le monde. Tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont partagé. On n'a même pas encore fini. L'objectif maintenant, c'est 1000 abonnés d'ici la fin du trimestre. Je sais que c'est possible. C'est possible si vous continuez de partager, c'est possible si vous continuez de vous abonner, c'est possible si vous continuez d'aimer, de liker, de recommander à d'autres personnes de s'abonner. Donc, j'ai assez parlé. On se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Salut.